Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer cette série de cours de cosmologie et géodynamique interne avec la quatrième vidéo du chapitre numéro 3. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir la gravimétrie, qui est une méthode géophysique qui s'intéresse à l'étude de la structure interne de la Terre. Et dans cette vidéo, nous allons commencer par des rappels concernant la loi de la gravitation universelle et le champ de la pesanteur. Et ensuite, nous allons passer à ce qui nous intéresse, qui est l'application de la gravimétrie dans la détermination de la structure interne de la Terre, et en particulier la détermination de la forme du globe terrestre. La loi de la gravitation universelle, ou bien la loi de l'attraction universelle, découverte par Isaac Newton, est la loi décrivant la force de la gravitation comme étant une force d'attraction responsable de la chute et le mouvement des objets ayant une masse, par exemple les planètes, les satellites naturels ou artificiels, et les projectiles. Et les projectiles, ou bien un projectile, est un corps lancé ou projeté pour atteindre une cible. Et cette loi a permis de poser les bases pour calculer une valeur approchée de la pesanteur. Cette loi indique qu'une masse m va créer autour d'elle une attraction sur toute masse m' se trouvant à une certaine distance d'elle, et cette attraction qui modifie l'espace autour du corps de masse m s'appelle un champ. Isaac Newton suggère que la force qui nous retient au sol est la même que celle qui retient la Lune autour de la Terre. Et par exemple, en lançant une pomme à une vitesse v1 qui est faible, la pomme va tomber sur Terre suite à la force de la gravitation en suivant la trajectoire numéro 1. En lançant avec une vitesse v2 qui est supérieure à v1, la pomme va tomber également, mais en parcourant une grande distance en suivant la trajectoire numéro 2, avec des vitesses v3 et v4 qui sont grandes par rapport aux vitesses précédentes. La pomme va effectuer une orbite autour de la Terre, et c'est le même principe utilisé dans le lancement des satellites artificiels qui orbitent autour de la Terre. Ici, la vitesse v5 est très grande. Il se peut que la pomme sortira du champ de la gravitation terrestre en suivant la trajectoire numéro 5. Selon la loi de la gravitation universelle, deux objets exercent mutuellement des forces d'attraction dues à leur masse qui n'est pas nulle, soit deux objets, un objet A de masse ma et un objet B de masse mb, qui sont séparés avec une distance d en allant du centre de A vers le centre de B. Et la loi de la gravitation universelle prédit que l'objet A exerce une force sur l'objet B, et cette force est notée Fa sur B, et l'objet B exerce une force sur l'objet A, et cette force est notée Fb sur A. Pour raisonner en termes de notation vectorielle, nous allons choisir ce vecteur unitaire U de référence. Sa valeur est égale à 1 et il ne change rien dans le calcul. Et la force de la gravitation, c'est-à-dire soit Fb sur A et Fa sur B, ont la même direction, indiquée ici par la ligne verte. C'est une ligne donc, qui passe à travers le centre des deux objets. Et ces deux forces ont deux sens opposés, c'est-à-dire Fa sur B qui est égal à moins Fb sur A. Et ils ont la même intensité, c'est-à-dire la même valeur qu'on peut déterminer à partir de cette formule où Fa sur B est égal à moins Fb sur A, qui est égal à moins G fois le produit des deux masses de l'objet A et de l'objet B sur le carré de la distance séparant les deux objets fois le vecteur unitaire, avec G qui est la constante de la gravitation universelle définie par Cavendish. Quels sont les paramètres qui influencent cette force de la gravitation universelle? À partir de cette formule, si on augmente l'une des deux masses,
Par exemple, en augmentant la masse de l'objet P, la force va augmenter. Et si on augmente la distance D séparant les deux objets, la force va diminuer. La valeur de la force de la gravitation universelle, F A sur B, est égale à Fp sur A, qui est égal à G fois le produit des deux masses sur le carré de la distance séparant les deux objets. Et cette force est proportionnelle à la masse, c'est-à-dire en augmentant la masse, l'intensité de la force va augmenter, et en diminuant la masse, l'intensité va diminuer. Et il est inversement proportionnel au carré de la distance séparant les deux objets, c'est-à-dire en augmentant la distance entre les deux objets, l'intensité va diminuer, et si on diminue la distance séparant les deux objets, l'intensité va augmenter. La loi de la gravitation universelle est applicable à tous les astres, c'est-à-dire à tous les objets de l'univers, en définissant un champ de la gravitation, et nous allons essayer d'appliquer cette loi sur le globe terrestre. Soit la Terre de masse mt et de rayon r est un objet A de masse ma situé à une distance d par rapport au centre de la Terre. Selon la loi de la gravitation universelle, vous avez cette équation que nous avons définie précédemment. Cette équation dépend de la masse de la Terre, la masse de l'objet et la distance séparant les deux objets. Et pour évoquer la notion du champ gravitationnel de la Terre, il faut que la formule mathématique ne dépend que des paramètres de la Terre qui est la source du champ et non pas de la masse de l'objet. À partir de cette formule, on peut écrire en divisant sur la masse de l'objet ma, et la valeur obtenue ne dépend que des paramètres de la Terre et la distance séparant les deux objets. Et cette formule définit le champ de la gravitation terrestre, et on peut écrire cette équation de cette manière, qui veut dire que la force de la gravitation universelle, Ft sur A, est la force que reçoit un objet de masse ma une fois qu'il est plongé dans le champ de la gravitation G, que j'ai noté ici en forme curviligne majuscule pour la séparer de la constante de la gravitation universelle. Ce champ gravitationnel, on peut le représenter sous forme de lignes de champ qui sont dirigées vers le centre de la Terre. Ce champ est toujours là, et une fois qu'un objet rentre là-dedans, il y sera influencé. Et on peut définir également des lignes équipotentielles qui sont des lignes d'égale valeur ou d'intensité de champ, c'est-à-dire que l'objet A, quelle que soit sa position au niveau de cette ligne équipotentielle, il va recevoir la même intensité, et une fois qu'il se déplace vers une autre ligne, il va recevoir une autre intensité, et cette intensité est inversement proportionnelle au carré de la distance et non pas de la masse de l'objet. Et dans le cas de la Terre, un objet A de masse ma proche de la surface terrestre, c'est-à-dire la distance séparant entre les deux objets, est égale au rayon de la Terre plus 0. Donc, puisqu'on parle d'un objet qui est proche de la surface, c'est-à-dire D est égal à R, et en remplaçant l'objet dans la formule précédente, on obtient FTA est égal à G fois la masse de la Terre fois la masse de l'objet A sur le carré du rayon de la Terre. Et un objet situé à une distance h avec une masse mp, c'est-à-dire que la distance séparant l'objet et le centre de la Terre est égale à r plus h. Et en remplaçant dans l'équation précédente, on obtient la force exercée par la Terre sur l'objet B est égale à G fois la masse de la Terre fois la masse de l'objet sur R plus H au carré.
Passons maintenant à une autre notion qui est le champ de la pesanteur, soit un objet A de masse MA proche de la surface terrestre. Nous allons zoomer sur cet endroit où se situe l'objet ponctuel A, qui est la pomme. Cet objet est attiré par la force du poids. C'est une force exercée par la Terre sur tout corps possédant une masse. Et vous avez vu déjà cette relation, P est égal à mg. Localement, on peut considérer que le champ de la pesanteur G est uniforme, mais si vous regardez à une grande échelle, vous allez constater que ce champ n'est pas uniforme et les vecteurs sont dirigés vers le centre de la Terre. Voici quelques caractéristiques du champ de la pesanteur. Le champ de la pesanteur a la même direction, puisqu'on travaille sur un site, on considère que ce champ est uniforme et cette direction c'est la verticale du lieu, donc il est perpendiculaire sur la surface, on peut dire sur la surface du sol, et le sens du champ de la pesanteur c'est du haut vers le bas. Il a la même direction de la force du poids. Et l'intensité ou bien la valeur peut être déterminée par cette équation G est égal au poids sur la masse de l'objet. Cette équation veut dire que le poids c'est la force que reçoit l'objet A de masse MA une fois qu'il est plongé dans le champ de la pesanteur. Pour ce champ de la pesanteur, on peut définir également des lignes équipotentielles, c'est-à-dire des lignes d'égale valeur d'intensité de champ et qui varient en fonction de l'altitude. Nous allons essayer de comparer le champ de la pesanteur et le champ de la gravitation de la Terre. Nous avons en rouge le champ de la gravitation et en bleu le champ de la pesanteur. Le champ de la gravitation est influencé par la distance séparant les deux objets, c'est-à-dire un objet par rapport au centre de la Terre. Et le champ de la pesanteur est influencé par plusieurs paramètres, par exemple la rotation de la Terre, la répartition hétérogène de masse à l'intérieur de la Terre et également la gravitation des autres astres, par exemple les forces d'attraction entre la Lune et la Terre ou bien entre la Terre et le Soleil. Mais proche de la Terre, on considère que les trois influences, c'est-à-dire la rotation, la répartition hétérogène de masse ou bien la gravitation des autres astres, sont minimales, voire nulles. Par exemple, une pomme qui tombe à la surface du sol, la durée ne vaut rien par rapport à la rotation de la Terre ou bien par la gravitation des autres astres. De ce fait, on considère qu'à la surface de la Terre, le champ de la pesanteur est très proche du champ de la gravitation, c'est-à-dire que la pomme subira la même intensité. Donc à partir de la relation du champ de la gravitation et le champ de la pesanteur qui sont égaux, puisqu'on parle d'un objet qui est situé proche de la surface de la Terre, on peut écrire G qui est égal à G fois la masse de la Terre sur R au carré, où G c'est la constante de la gravitation universelle. Vous avez l'habitude d'utiliser une valeur constante pour G, mais maintenant vous connaissez comment calculer G avec cette relation. Et vous avez ici les unités pour chaque champ. L'unité du champ de gravitation c'est le mètre au carré par seconde au carré, et l'unité du champ de la pesanteur c'est le mètre par seconde au carré ou bien le milligalilie ou bien milligal. Et 1 milligal est égal à 1 fois 10 à la puissance moins 5 mètres par seconde au carré. Et cette unité, c'est-à-dire le milligal, est adaptée aux petites variations du champ de la pesanteur. D'une autre manière, la force de la gravitation universelle est la force exercée par la Terre sur un objet A, et le poids c'est la force exercée par la Terre sur l'objet A.
Ça sent très bien qu'on parle des mêmes forces à proximité de la Terre et près de la surface, on admet que la force de la gravitation est identique au poids de l'objet. Et en utilisant ces deux équations et en simplifiant par la masse de l'objet A, on obtient la relation précédente qui est G est égal à la constante de la gravitation universelle fois la masse de la Terre sur le carré du rayon de la Terre. La science qui s'intéresse aux mesures du champ de la pesanteur est appelée gravimétrie et c'est une méthode géophysique qui étudie les variations spatiales du champ de pesanteur. La gravimétrie a deux aspects. Un aspect fondamental en s'intéressant à l'étude de la forme du globe, la répartition des masses, la formation et la dynamique de notre planète et d'autres du système solaire. Et un aspect appliqué qui consiste à l'exploration ou bien la recherche des ressources naturelles comme le pétrole, les minerais, de l'eau, etc. Et ou bien l'étude de la stabilité d'un sol pour faire des constructions de bâtiments ou bien les barrages. Ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est l'application de la gravimétrie pour la détermination de la forme du globe terrestre. Depuis toujours, les chercheurs ont posé la question sur la forme du globe terrestre. Est-ce qu'il s'agit d'une sphère, un ellipsoïde ou bien le géoïde? Chacune des formes proposées pour la Terre a un domaine d'utilisation. Une sphère, ça veut dire c'est la surface constituée de tous les points situés à une même distance d'un point appelé centre. C'est la forme très simplifiée du globe terrestre. Un ellipsoïde est une surface fermée dont les sections planes sont des ellipses, c'est-à-dire si vous allez réaliser n'importe quelle section dans n'importe quelle direction, vous allez obtenir un ellipse. Et c'est la meilleure modélisation mathématique du globe terrestre utilisée pour définir la longitude et la latitude d'un point. Et il y a le géoïde, c'est une surface équipotentielle de référence du champ de la pesanteur terrestre, c'est-à-dire que c'est l'endroit où nous avons la même valeur de la pesanteur, c'est une surface perpendiculaire au champ de pesanteur correspondant au niveau moyen des océans. Elle est utilisée pour définir la topographie. Voici un schéma simple pour garder en tête certaines notions que j'ai mentionnées dans la diapositive précédente. Cette forme que j'ai dessinée correspond à la surface topographique de la Terre. C'est la forme que vous devez imaginer pour la surface de la Terre en éliminant toutes les surfaces d'eau sur toutes ces formes liquides ou bien la glace. En remettant de l'eau à sa place, on obtient la forme réelle de la Terre. C'est une forme qui est difficile à déterminer. En vert, c'est la forme en ellipsoïde et l'ellipsoïde ne passe pas forcément au niveau zéro de la mer ni au niveau de la topographie. Il est établi à la base des formules mathématiques qui essaient de regrouper le maximum de points de la surface terrestre. Et c'est une forme en ellipse par laquelle on calcule les latitudes et les longitudes. Et il y a le géoïde, c'est une forme à imaginer également qui correspond à la surface équipotentielle de champ de la pesanteur. Et nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire des lignes équipotentielles de champ. C'est la zone qui a la même valeur d'intensité. Les chercheurs ont proposé cette surface qui est en rouge comme référence car il ne subit pas beaucoup de changements. Le géoïde a une forme qui est irrégulière et qui passe par le niveau zéro de la mer. Et à partir de cette surface du géoïde que se sont calculées les altitudes. Donc la topographie est mesurée par rapport au géoïde. Nous avons zoomé sur cet endroit pour montrer la relation entre l'ellipsoïde, le géoïde et la surface topographique. Vous avez ici l'ellipsoïde et nous avons dit que l'ellipsoïde ne passe pas forcément par le niveau zéro de la mer.
Et le géoïde, comme vous pouvez le constater, il passe par le niveau zéro de la mer. Donc c'est le niveau zéro à partir duquel on calcule les altitudes. Vous avez ici h, c'est la hauteur de l'ellipsoïde, c'est la hauteur de ce point à la surface topographique par rapport à l'ellipsoïde. Et vous avez n, c'est la hauteur du géoïde par rapport à l'ellipsoïde. Et h, c'est la hauteur orthométrique. Donc c'est l'altitude par rapport au niveau zéro de la mer ou bien par rapport au géoïde. Concernant le système de coordonnées, chaque point sur la surface du globe est défini par ses coordonnées. On distingue deux types du système de coordonnées. Il y a le système sphérique ou système de coordonnées géographiques et il y a la projection cartographique ou système de coordonnées projetées. Le système sphérique est un système de localisation en 3D sur Terre par les trois coordonnées qui sont les longitudes et les latitudes et également l'altitude ou l'élévation. Cette élévation, nous avons vu que l'élévation est calculée par rapport au niveau zéro de la mer ou bien la surface de géoïde. Et les coordonnées, dans ce cas, sont exprimées en degrés. Et pour la projection cartographique, c'est l'ensemble de techniques géodésiques permettant de présenter la surface de la Terre dans son ensemble ou une partie de cette surface sur un plan, c'est-à-dire dans une carte, et les coordonnées sont exprimées en kilomètres ou bien en mètres et sont données en X et Y. Et ce qui nous intéresse, c'est le système sphérique, car c'est le système qui conserve les angles et ces angles sont utilisés dans le calcul de la valeur théorique de l'apesanteur en tout point du globe terrestre. Par exemple, sur un ellipsoïde étalé, sur ce plan appelé planisphère, on peut repérer un point par sa longitude et sa latitude. Par exemple, cette étoile représente un repère unique sur la longitude 0 et la latitude 0. Qu'est-ce que ça veut dire latitude et longitude? C'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines slides. Pour comprendre cette notion de latitude et longitude, prenez votre temps à imaginer chaque situation en trois dimensions de l'espace. Nous allons commencer par la définition du méridien. C'est un cercle fictif passant par les deux pôles de la Terre dont le plan est perpendiculaire à celui de l'équateur. Et nous avons le méridien d'origine qui est le Greenwich, c'est le niveau 0. Donc c'est un plan qui passe par les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, et qui est perpendiculaire à l'équateur. Et la longitude, c'est quoi? C'est l'angle entre le méridien du point considéré. Donc on doit chercher le méridien qui passe par le point considéré. Par exemple, le point auquel on cherche la longitude, c'est ce point jaune. On doit chercher le plan qui passe par ce point et l'axe de rotation de la Terre. Et cet angle entre les deux plans, c'est-à-dire entre le plan du méridien d'origine et le plan passant par le point considéré et par l'axe de rotation de la Terre, ces deux plans déterminent la longitude du point considéré. Par exemple, ici, nous avons le point à ce niveau, donc et l'angle entre ces deux plans correspond à 60 degrés, et donc la longitude est égale à 60 degrés. Il reste à préciser, est-ce que le point se situe de côté est par rapport au niveau 0 ou bien à l'ouest par rapport au niveau 0. Dans notre cas, le point se situe de côté est, ça veut dire que la longitude est égale à 60 degrés est. Et dans certaines cartes, si vous trouvez des valeurs positives de la longitude, ça veut dire que la position du point est de côté est. Et si vous trouvez la valeur négative, ça veut dire que le point se situe à l'ouest. Et la valeur varie de 0 jusqu'à 180 degrés est ou bien de 0 jusqu'à 180 degrés à l'ouest.
ou bien si vous utilisez la notation en plus ou bien moins, c'est de 0 jusqu'à 180 ou bien de 0 jusqu'à moins 180. Avant de parler de la latitude, nous allons définir le parallèle. Un parallèle, c'est le cercle imaginaire parallèle à l'équateur. Ici, vous avez donc plusieurs cercles qui sont parallèles à l'équateur dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et la latitude 0 correspond au plan de l'équateur. Donc, la latitude, c'est l'angle de la verticale du point considéré. Donc, vous avez le point auquel on cherche la latitude qui est le point jaune. Et la latitude, c'est l'angle de la verticale du point considéré et l'équateur, c'est-à-dire le parallèle d'origine. Et dans notre exemple, nous avons ici le point considéré et l'angle entre cette ligne et le plan de l'équateur correspond à 49 degrés. Ça veut dire que la longitude est égale à 49 degrés. Il nous reste à déterminer est-ce qu'on est du côté nord ou bien du côté sud. Par exemple, dans notre cas, nous sommes de côté ou bien dans l'hémisphère nord, on doit ajouter n à la valeur de la latitude. Donc ça veut dire que nous avons la latitude de 49 degrés nord. Et si nous avons la latitude dans l'hémisphère sud, on doit rajouter S. Et dans certaines cartes également, vous allez trouver la notation en plus et moins. Dans l'hémisphère nord, on utilise le signe plus et dans l'hémisphère sud, on utilise le signe moins. Dans notre cas, la latitude est égale à plus 49 degrés. Et la valeur de la latitude varie de 0 à l'équateur jusqu'à 90 degrés nord ou bien de 0 jusqu'à 90 degrés sud. Et ici, on utilise la notation plus et moins, donc il varie de 0 jusqu'à plus 90 degrés ou bien de 0 jusqu'à moins 90 degrés. Ici, nous allons prendre quelques exemples. Nous avons le méridien d'origine, c'est la longitude 0, et nous avons l'équateur qui est le parallèle d'origine qui est égal à la latitude 0. Nous avons ce point d'origine qui correspond à la latitude 0 et la longitude 0. Et nous avons ce point qui se situe sur une latitude de 10 degrés nord et une longitude de 20 degrés est. Et ce point qui se situe à 30 degrés nord et 30 degrés ouest. Après avoir défini le champ de la gravitation universelle, le champ de la pesanteur et la gravimétrie qui s'intéresse aux mesures de la pesanteur, nous allons passer pour découvrir les méthodes pour calculer la pesanteur. En fait, il y a une valeur théorique. Pour la calculer, nous avons besoin de la latitude du point considéré. Et pour la valeur mesurée, pour la calculer, nous avons besoin d'un dispositif de mesure qui est le gravimètre. La Terre n'est pas totalement sphérique, il peut être assimilé à un ellipsoïde de révolution, appelé aussi sphéroïde. Il est sphérique aplati aux deux pôles, et le calcul de la valeur théorique en tout point d'un ellipsoïde est donné par cette relation, où nous avons G qui est le champ de la pesanteur de référence, et JF. Et G0, c'est la pesanteur calculée au niveau de l'équateur, et là cette valeur. Et phi, c'est la latitude du point considéré sur l'ellipsoïde de référence. Et à partir de cette formule, on constate que la valeur de G dépend de la latitude du point considéré. Vous avez l'habitude d'utiliser une valeur de la pesanteur qui est égale à 9,8 mètres par seconde au carré à la surface de la Terre, mais cette valeur varie selon des endroits. Il est d'environ 9,83 mètres par seconde au carré au niveau des pôles et il est d'environ 9,78 mètres par seconde au carré au niveau de l'équateur.
Et cette variation de la pesanteur est due à plusieurs paramètres que nous avons vus précédemment. Et on peut citer donc l'augmentation du rayon de la Terre. Il est minimal au niveau du pôle et maximal au niveau de l'équateur. Et cette variation est due également à la répartition inhomogène de masse au niveau des chaînes de montagnes, des fosses, etc. Ou bien l'excès de masse au niveau de l'équateur. Vous avez ici une masse qui est plus importante que la masse au niveau des deux pôles, car il y a un aplatissement du globe dans les deux pôles. À ne pas oublier également que la valeur de G varie en fonction de la rotation de la Terre et également en raison des phénomènes de marée, et des mouvements dus à la tectonique des plaques ou encore la fonte des glaciers. La valeur mesurée du champ de la pesanteur peut se faire de différentes manières selon le principe de la chute des corps qui est d'une manière dynamique ou bien l'allongement d'un ressort d'une manière qui est statique ou bien la lévitation d'une bille par un champ magnétique. Et la lévitation, c'est la manière de se déplacer ou de rester en suspension au-dessus du sol sous l'effet d'une force plus grande que la gravitation. La valeur mesurée de la pesanteur est donnée par un dispositif appelé gravimètre et on distingue la gravimétrie absolue et la gravimétrie relative. Et l'instrument classique pour mesurer la gravité absolue est le pendule à la base des oscillations. Une fois écarté puis relâché, la masse du pendule oscille dans un plan de part et d'autre de la verticale du lieu et cette oscillation provient de l'action de la gravité. Et la précision du pendule est de 0,1 milligalilée. Et si vous voulez une bonne précision, il faut utiliser un gravimètre à base de la chute libre dans le vide, dont le principe c'est de calculer la chute libre entre deux points. Et en pratique, ce qui est facile à utiliser, c'est le gravimètre à base de l'allongement du ressort avec une précision de 1 microgalilée. Et la base de ce gravimètre, c'est de comparer entre la valeur mesurée sur ce point et une autre valeur connue mesurée par un gravimètre absolu dans un autre endroit. Donc un gravimètre est un instrument qui détermine la différence de gravité entre deux stations d'observation. C'est l'instrument utilisé pour l'acquisition des données sur le terrain. Et le choix de la méthode de mesure, que ce soit le pendule, le gravimètre à base de la chute libre ou bien le gravimètre à base de l'allongement d'un ressort, est dicté par la nature de l'étude qu'on est en train d'effectuer. Si par exemple l'élevé de gravimétrie vise à chercher une anomalie de masse dans une zone géographique restreinte, on n'a pas besoin d'avoir accès à une valeur de gravité absolue précise. Et on peut utiliser directement la gravimétrie relative. Et voici un exemple de pendule qui est le pendule simple. Et en physique, le pendule est un système oscillant qui est écarté de sa position d'équilibre. Il retourne en décrivant des oscillations sous l'effet d'une force, par exemple la force du poids due à la masse ou bien l'attraction de la pesanteur. Et la relation entre la période d'oscillation T et la pesanteur est donnée par cette équation qui ne dépend que de G et la longueur du pendule. Donc vous avez T, c'est-à-dire la période d'oscillation qui est égale à 2pi racine L sur G. Et voici un exemple de gravimètre absolu. Cet appareil se base sur la chute libre dans le vide, dans cette chambre de chute. Et la vitesse ou bien l'accélération est mesurée par des interféromètres et des lasers. Et pour le démarrage, on considère que la vitesse du lancement est égale à 0.
Cet instrument effectue directement des mesures absolues. Un tel dispositif est difficile à transporter. Il demande beaucoup de temps pour être configuré et utilisé. Et voici quelques exemples d'instruments de la gravimétrie relative. Nous avons le gravimètre CG5 et le gravimètre CG6. Et la valeur absolue de l'accélération de la pesanteur ne peut pas être mesurée directement avec ce gravimètre. Et pour mesurer ou bien déterminer de façon relative la valeur de la pesanteur pour le point de mesure considéré, il faut se référer à la valeur de la pesanteur absolue pour un point donné et mesurer la variation de la pesanteur entre ce point de référence et le point de mesure. Donc nous avons besoin d'une valeur absolue pour un point donné et la valeur du site sur lequel on travaille, et la comparaison entre ces deux valeurs va donner une valeur relative de la pesanteur. Et ces instruments sont des instruments de terrain qui sont capables de mesurer en deux points du globe terrestre la différence du champ de la pesanteur entre deux points avec une résolution de 1 microgalilée. Concernant le principe de la mesure de G, nous allons prendre un exemple. Si une masse est attachée à un ressort et que l'ensemble est déplacé d'un point à l'autre, c'est-à-dire d'une position à l'autre du globe terrestre, le ressort s'allongera ou se raccourcira légèrement en raison de la variation de la gravité qui est due à la variation de la densité dans le sous-sol. Donc par rapport à une référence, cette référence que j'ai mis en rouge, le ressort s'allongera dans cette zone car il y a une forte densité ou bien une densité qui est élevée, qui est due par exemple à la présence des métaux, et de ce fait le ressort s'allongera. Et dans cet endroit où nous avons une cavité ou bien du vide, qui indique une densité faible, et le ressort se raccourcira, c'est-à-dire qu'il est attiré par la pesanteur qui est faible par rapport à la pesanteur de référence. Et c'est le principe utilisé dans la prospection des ressources naturelles, et ça donne juste une idée sur la présence ou l'absence d'une anomalie qui sera confirmée par d'autres méthodes. Et voici quelques exemples de densité. Par exemple, le pétrole a une densité faible de 0,6 à 0,9 et l'eau pure a une densité de 1. Et le fer et l'or ont des densités élevées et l'or a une densité de 15,6 à 19,4. Donc, à partir de ce que nous avons vu, la variation de la densité implique une variation de la pesanteur, mais l'inverse est-elle vrai? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo. La quatrième vidéo du chapitre numéro 3 arrive à son terme, et à très bientôt dans la dernière vidéo du chapitre numéro 3 où nous allons essayer de voir l'anomalie de Bouguer et les corrections des mesures de la pesanteur, et comment on peut interpréter les données récoltées par la gravimétrie. Et ensuite nous allons passer pour expliquer la loi de l'ésostasie.